Merci. Donc là, je vous parlais de la correction. Il y a des liens d'ailleurs avec ce que Cassie a dit tout à l'heure, quelquefois. Donc la correction prélude à l'étude sociocritique d'un signe. Alors correction, c'est le genre de mot dont la polysémie laisse rêveur, tant il se plie à des usages multiples et parfois contradictoires. C'est le genre de mot dont le contraire, incorrection, est là juste pour souligner que quoi qu'on fasse ou qu'on dise, aussi bien correction qu'incorrection, seront toujours liés en tant que signe, en tant que mot, liés à la loi, au jugement, au permis, à l'établi. Ce sort général n'excluant pas cependant de curieuses et salvatrices évasions hors des sentiers battus, particulièrement dans les arts et en littérature. De la phrase correcte à la tenue correcte, de la correction en affaires à la correction de dérive, pour les bateaux par exemple quand ils s'amènent dans un estuaire, du correcteur de tonalité au verre correcteur des lunettes, de la correction administrée ou reçue au politiquement correct, une manière de spectre étrange évolue comme cela un peu au-dessus de nous, en suspens, comme une sorte de brouillard fatigant, auquel nous serions si bien habitués que nous ne lui prêterions plus aucune attention. Le sujet pourtant est vaste, et l'exposé devant des jeunes et moins jeunes chercheurs et des professeurs qui ont passé, qui passent ou qui passeront au moins le tiers de leur vie professionnelle à corriger et à faire des corrections, risquerait de lasser. Mon amie Sophie Monard, ici à ma droite, m'écrivait avant-guerre, c'est-à-dire dans un courriel du 13 février 2022, « J'ai bien hâte de venir t'écouter au Christ sur la correction, !» Il faut faire un projet sur la correction lorsqu'on est à la retraite. C'est bien la première chose qui ne va pas me manquer, corriger des travaux. Je crois que nous en sommes tous là, que vous soyez assistant de recherche, chercheur, professeur, à quelque niveau que ce soit, la correction, disons que ce n'est pas particulièrement une activité épanouissante. Et je vous rassure, et je rassure Sophie du même coup, je vais donner du mou à la corde à nœud, comme disait Pierre Dac, donc pas mal de liberté, ouvrant des questions qui seront très loin du sentiment d'indécence que provoquait naguère en moi cette question solitaire et philosophique de la plus haute importance. Putain, qu'est-ce que je vais lui mettre comme note ? Question rappelant inévitablement, du fait de mon éducation judéo-chrétienne, cet apophthegme, c'est-à-dire une maxime mémorable, maxime du Christ, jugez et vous serez jugés. J'ai donné à cette conférence le titre « La correction prélude à l'étude sociocritique d'un signe », parce que ça correspondait à deux ambitions qui sont au départ de mon entreprise. Première ambition, ce serait de prendre acte et conscience de la variation et de l'extensibilité d'un signe linguistique, en moyenne ou longue durée, dans une approche relevant de la sémantique historique. Je n'aborderai pas trop ce domaine-là aujourd'hui, mais c'est passionnant d'aller voir comment un mot comme correction a évolué en tant que concept au fil des siècles. Seconde ambition, c'est d'aller au fond de la démarche socio-criticienne et de mesurer l'ergo-créativité, ergo voulant dire travail et force, comme dans l'ergonomie, donc l'ergo-créativité, la force de travail de création et d'autres créations, l'ergo-créativité développée sur et par ce seul signe dans des œuvres littéraires et artistiques, inscrites dans l'histoire ou dans le présent. À ces deux ambitions s'anime pour moi une admiration ancienne et régulièrement renouvelée pour trois penseurs, Walter Benjamin, Michel Foucault et Pierre Sansot. J'ai toujours aimé et j'ai mis à ma main, via la sociocritique, me rapproche de la culture, de l'art et de la littérature. Et voilà, ce que j'aime chez eux, c'est ceci, c'est partir d'un détail. Benjamin, par exemple, allant chercher telle petite rime dans un poème de Baudelaire et en tirant quelque chose de général. Foucault, en prenant dans les mots et les choses un tableau et reconstruisant à partir d'un seul tableau l'épistémie globale d'une époque. Ou Pierre Sansot, faisant dans sa sociologie l'analyse de ce que c'est le panier qu'emporte la ménagère pour aller faire ses courses, et tirant de ce spectacle-là de la ménagère dans Marseille ou dans Nice, je ne sais plus, qui est en train de faire ses courses et qui ramène des choses, et il en tire là aussi toute une espèce de sociologie du Sud qui est tout à fait passionnante. Donc partir d'un détail, d'un seul élément, d'une faille, du plus petit commun élément,
pour aller vers un large ensemble et jauger l'interaction entre un modeste petit machin et une large machinerie. Et ce qui est présent là-dedans, c'est outre le côté un petit peu défi qu'il y a à faire ça, et ce va être un peu mon cas avec correction que je vais essayer d'étendre à pas mal de domaines, en fragmentant le concept d'ailleurs, mais aussi j'ai remarqué que beaucoup d'écrivains pratiquent cela et appliquent cela depuis longtemps, que ce soit Anne Hébert, partant d'une surdité pour essayer de traduire ce que c'est que le manque d'écoute d'une époque, Victor Hugo, partant du plus bas des êtres humains, Jean Valjean, pour en faire une espèce de Christ socialiste intemporel pratiquement. On pourrait trouver ça chez Rabelais, chez Yourcenar, chez Proust, avec sa petite Madeleine, etc. Voilà les deux ambitions fondamentales. J'en viens maintenant à ce que signifie ce signe. Il y a une petite orbitale sémantique. Non, je ne veux pas trop insister là-dessus parce que ce serait un peu fastidieux dans une communication rare, mais enfin, il y a, disons, deux grandes rubriques dans les dictionnaires. D'une part, correction est liée au principe d'action, et cela dès le XIIIe siècle. Et d'autre part, il est lié, enfin d'autre part, c'est pas le mot. Et en deuxième lieu, il est lié aussi à la traduction d'une qualité, d'un état, d'un comportement. Du côté de l'action, premièrement, vous avez l'action qui consiste à changer en mieux ou à changer pour ramener vers la règle. Ça, c'est deux choses différentes, hein, déjà. On trouve du côté de l'action déjà des choses un petit peu délicates. Ça rejoint un peu Cassis, tenez ceci, la maison de correction. On appelle ça comme ça. Aujourd'hui, on a un peu changé ça par euphémisme. C'est devenu un centre d'éducation surveillée. Mais c'est la même chose, quoi. Deuxième élément du côté de la thématique générale de l'action, il s'agit de changer, améliorer un ouvrage, par exemple, correction de forme, de fond sur des manuscrits, étude des variantes et compagnie. C'est de ce côté-là que nous trouverions, disons, ce que nous, en tant qu'enseignants, jeunes chercheurs, nous connaissons, l'action de corriger les devoirs et les épreuves, les copies. C'est donc une action qui vise un changement ou une amélioration, du point de vue de celui qui la pratique. Hein. Troisième type d'action, une opération qui, elle, va rendre les choses exactes, ce qui est autre chose que de rectifier en fonction d'un document. Par exemple, la correction des compas, la correction de dérive ou une roue de correction. Et enfin, un quatrième point, du côté de la correction en tant qu'action, vous savez, prendre une correction, ça se dit, c'est donc un châtiment corporel des coups donnés à quelqu'un. Tu vas recevoir une bonne correction si tu ne fais pas tes devoirs, par exemple. Ça fait partie, disons, d'un certain type de socialité. Deuxième domaine, non plus l'action, mais la désignation d'une qualité, d'un état, d'un comportement attendu. Qualité, donc, premièrement, de ce qui ne s'écarte pas des règles, de ce qui est correct. Une traduction, par exemple, ou un style. De ce côté-là, le concept va multiplier des connexions du côté de termes comme la conformité, l'exactitude, la fidélité, la justesse, voire la pureté. Et vous voyez tout ce qu'il peut y avoir d'idéologique qui circule au travers de tout cela. Hein. Les deuxièmes cordes du côté de la qualité de l'état ou du comportement, le comportement correct, être d'une parfaite correction, avoir manifesté une correction en affaires. Donc la correction dans ce cas-là est une forme de la droiture. Et là, de ce côté-là, vous allez trouver des termes conjoints comme bienséance, décence, politesse, honnêteté, scrupule, tout un vocabulaire moral qui vient s'indexer comme ça, en douce, et qui nous entoure. Ce qu'il faut retenir de cette petite présentation sémantique, c'est qu'il y a pour moi à peu près cinq paramètres fondamentaux. Premièrement, donc j'y reviens, une action pour améliorer, mais avec une ambiguïté au gré des circonstances. Donc il y a automatiquement un effet pragmatique. C'est améliorer peut tendre vers changer la règle, ou améliorer peut tendre vers revenir à la règle, parce qu'elle était estimée comme normative et bonne. Deuxième corde, chaque mention du signe correction et de ses dérivés se profile systématiquement sur l'horizon d'une norme qui demande à être respectée ou exige de l'être sur les plans suivants, les mœurs, les goûts, les comportements, et cela sous peine de mise au pas, de restriction de liberté ou d'enfermement. Troisièmement, le caractère normatif dont je viens de parler est extensible.
il peut toucher aux règles sociales et à la coutume, mais il a une prédisposition à régenter la communication, y compris la langue et l'écriture. Chez les latins, d'ailleurs, le mot existait déjà et circulait entre, disons, la beauté d'une prose, la beauté d'une démonstration articulée, et de l'autre côté, carrément la sphère du droit. Certaines provinces latines, par exemple, ont été dirigées par un corrector. Quatrième point, le signe correction et le signe correct peuvent être positifs ou négatifs selon la situation. Et même ils se prêtent apparemment particulièrement bien à cela. Selon le ton adopté et la situation, la formule québécoise, par exemple, c'est bien correct, peut aussi bien être l'expression d'une intense satisfaction, non, c'est bien correct, n'en mettez pas plus, ou alors sous le signe d'une lassitude dépitée, devant quelqu'un où ça n'avance pas, c'est bon, c'est bien correct. C'est la même formule, le même mot, la même formule, mais la situation fait qu'on a deux sens tout à fait différents. Enfin, chose capitale, le signe correction a un côté mercenaire, c'est-à-dire qu'il dérive facilement de l'abstrait vers le figuré, et il vise aussi bien, dans ce cas-là, il vise aussi bien l'esprit que le corps. Je vais donner un exemple sportif qui va ravir tous ceux qui, dans cette salle, nous sommes au moins deux, avec Bernabé, il y a sûrement d'autres, qui suivent le football, le soccer, comme on dit ici. Vous entendrez parfois un commentateur d'un match de soccer dire « Ah, attention, là, celui-là, il vient de friser la correctionnelle ». Friser la correctionnelle est un terme de droit. Or, friser la correctionnelle au foot, ça veut dire quelqu'un qui a pratiquement fait une faute, mais pas tout à fait, quoique peut-être ça aurait mérité une pénalité, un penalty. Et donc, l'image que donnent les commentateurs, friser la correctionnelle, vient donc d'une utilisation figurée du terme de correction. Bon, je passe sur cette introduction du concept, disons, paradigmatique pour moi, et j'étais assez vite, mais vous avez déjà, je crois, j'espère, entrevu l'énormité des avenues qu'un tel terme peut comme ça confédérer et développer. Et donc moi je vais vous parler maintenant d'un des objets qui sont pris en charge par cette problématique globale. Et cet objet, je l'ai choisi un peu au hasard, mais avec plaisir quand j'ai vu que j'allais avec ça, la gifle. Or, définition de la gifle, c'est un coup donné du plat ou du revers de la main sur la joue de quelqu'un. Ça a l'air tout simple, vous allez voir dans quelques minutes que ça pose parfois des problèmes, y compris juridiques. Donc, coup donné du plat ou du revers de la main, ce qui suppose une main grande ouverte. La gifle n'est pas un coup de poing, c'est une différence majeure. Donc, elle se donne comme ça, donc ça vers l'intérieur, ou alors comme ça, mais main ouverte chaque fois, avec les 5 doigts. Le mot vient d'un mot qui signifie joue, qui est gifle, et puis il y a eu une attraction qui s'est créée en raison de la présence dans pas mal de mots de l'ancien français du F et du L. Donc par exemple souffler, gonfler, joufflu, moufle. Tout cela implique donc une liquide qui vient après une fricative et ça donne, disons, une sorte de sensation de mouvement. Un souffle, bon, vous allez voir, une gifle, ça va être un soufflet par exemple, mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment le côté déplacement d'air qui joue. Donc gifle vient de là, d'une conjugaison entre joue et des verbes qui avaient cette petite séquence vocale FL, oui. Alors à partir de là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toute une variété de gifles. Vous pourriez croire qu'il y a la définition pour tout le monde. Non, je pourrais presque même dire qu'on pourrait tirer de ce que je vais vous raconter tout à l'heure, tirer un concept presque bactinien qui s'appellerait le torgnolesque. La torgnole, d'abord, est une des variétés de la gifle. La torgnole, ça vient de l'ancien français tourgnole, et ce qu'il y a d'intéressant dans torgnole, c'est que le mot est ce qu'il est, et désigne donc une forme de gifle, parce que le mot désigne le mouvement du corps qui est provoqué par le don de la gifle. Et donc,
une gifle, disons, assez sérieuse, genre Lino Ventura, comme on en verra une tout à l'heure, eh ben, ça fait que le personnage qui est giflé risque d'avoir la tête qui tourne, et donc il tournoie, d'où torgne, ça vient donc, le tor vient de tordre, et le suffixe en nio doit avoir une raison lui aussi, mais là je ne l'ai pas trouvé. Deuxième type de gifle, la baigne. La baigne, elle est là bizarrement parce qu'elle provoque une marque au visage. Et comme une baigne, ça gonfle, ça se boursoufle, comme dans les pâtisseries. Donner une baigne, c'est comme ça, et ça laisse une marque sur le visage. La taloche vient du verbe taler. Taler veut dire fouler, meurtrir des fruits pour en extraire le jus. Mais quand on regarde, disons, un machin où on a marché pour fouler les fruits, on s'aperçoit qu'il y a des taches comme sur un visage qui vient de prendre une gifle. Vous avez des couleurs rouges, blancs, etc. C'est la gifle, parce qu'il y a les 5 doigts. Si vous les écartez, la marque sera différente que si vous restez comme ça, les doigts serrés. Et donc là, la taloche, et hoche, c'est un suffixe populaire, c'est donc une façon de meurtrir le visage. La mornifle, quant à elle, est différente des 3 autres. Mornifle vient d'un mot qui signifie museau et qui a été corrélé au mot nifler ou renifler. Et donc là, vous avez à la fois l'endroit, le musée comme avancement du visage, et justement, ensuite, l'effet causé par la gifle. Hein. Vous pouvez avoir une goutte qui vient au nez. L'emplâtre, je ne me rappelle jamais si c'est féminin ou masculin, mais oui, masculin. Donc un emplâtre, c'est ce qui se passe quand vous giflez quelqu'un, mais avoir trempé votre main dans une matière, disons, grasse et gluante, vous voyez, pour activer une chose. Donc Marie m'a fait comprendre que, par exemple, que pour mettre du plâtre sur un mur, par exemple, on peut faire ça, et on fait comme avec une gifle. Donc, et voilà. Donc, emplâtre vient de là. La calotte, ensuite. La calotte, c'est ce qui fait tomber le calot, mais aussi, il y a rouler des calots. Rouler des calots, ça veut dire ouvrir des yeux étonnés. Et à nouveau, vous avez là, le nom est donné en fonction de la conséquence de la gifle. Il y a la claque, elle c'est tout bête, c'est le son monomatopée qui est devenu un nom. Très intéressant, le soufflet. Oui, marche à la fois au bruit et au son et au déplacement d'air. Mais le soufflet, comme vous le savez, est une sorte de concept qui appelle une réparation. Hein. C'est une gifle, mais c'est un peu plus que ça. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait un dédain en plus dans la gifle, on n'a même pas besoin de taper très fort. C'est pourquoi d'ailleurs le soufflet a pu se faire à l'aide de gants. Hein, c'est comme on voit ça dans le site de Corneille, non pas le site de Corneille, dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Cyrano dit à un moment donné, j'avais une paire de gants, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il a giflé avec les gants. Donc, vous avez un paradigme comme ça qui est la correction. À l'intérieur de ça, un premier objet, la gifle. Puis, il y en a d'autres qu'on pourrait développer après, la fessée, des choses ainsi. Moi, je vais me concentrer sur la gifle. Et donc, qui elle-même a une variété interne assez intéressante, je trouve. Je reviens maintenant à l'extension pratique et culturelle de la gifle, que c'est donc à nouveau un stade d'introduction. Et donc vous avez sur le plan que je vous ai transmis d'abord une série de types de gifles. Il y a la gifle dite éducative, qui avait, disons, qui était très aimée dans les années, je vais dire à vue de nez comme ça, au hasard, disons autour des années 1930-1970, à peu près, c'est le règne majeur, je crois, de la gifle éducative. Mais enfin, ça se vérifierait. La gifle éducative, donc, c'est une gifle donnée, par exemple, par des parents, envers leurs enfants, soi-disant pour les éduquer. Il faut faire attention dans ce cas-là de ne pas faire une erreur, comme François Bayrou, par exemple, un politicien
français qui, il y a quelque temps, a giflé un enfant de 10 ans qui était en train plus ou moins de lui faire les poches. Le problème, c'est qu'il l'a giflé, mais ce n'était pas son enfant à lui. Donc là, ça a créé un malaise. Hein, vous imaginez bien les parents qui n'ont pas aimé ça. Deuxième sorte, il y a la gifle et l'honneur, notamment dans le domaine politique et domaine politique et médiatique. De ce côté-là, je fais partie de ces gens qui n'ont éprouvé qu'un petit sourire en coin devant le fait que Manuel Valls s'est pris un jour une gifle en public, que Macron s'en est pris une aussi. Je n'ai pas été jusqu'à rire, quand même, pas jusque-là, je ne suis pas aussi hostile, mais enfin, c'était quand même agréable philosophiquement. Mais la plus grande gifle historique et politique et médiatique, c'est d'une femme que j'admire beaucoup, qui est Beate Klarsfeld, que j'ai vue jadis d'ailleurs, donc en conférence, ça remonte à loin, en 1978, je crois, en conférence à l'U2M, dont Beate Klarsfeld est cette femme qui, avec son mari Serge, a traqué toute une série de nazis qui avaient réussi à se réinstaller dans la société allemande au plus haut niveau de cette société allemande. Et Beate Klarsfeld, donc, c'est elle qui a notamment traqué et découvert Barbie, ce qui n'est pas rien. Et je me souviens d'elle à l'Université de Montréal, c'était un peu pathétique, nous étions 3 dans la salle. Il y avait Éric Méchoulan, Krasinski et moi. Et il y avait Beate Klarsfeld qui a fait son métier, elle a présenté un truc, un film, et puis elle a fait une conférence d'une heure, merci madame. Enfin, on était un petit peu, disons, on n'était pas fiers de nous, quoi, d'avoir été si peu comme ça. Et en tout cas, Beate Klarsfeld, si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui, en 1968, le 7 novembre 68 très précisément, elle gifle le chancelier d'Allemagne fédérale, donc plus haut gradé, Kurt Georg Kissinger, en le traitant de nazi, en plein congrès de son parti, parti donc de l'Union démocrate chrétienne, la CDU allemande. Alors ça s'est passé en boucle dans toutes les télévisions à l'époque, et c'est un acte de courage assez fort. Vous avez aussi des gifles rhétoriques, avec souvent dans ces cas-là, s'il y a une gifle qui a été donnée à une personne, elle ne va pas s'en vanter, elle va avoir tendance à quand même essayer d'euphémiser les choses si possible. Donc on va parler de gifles, dans ce cas-là, de gifles diplomatiques. Hein, par exemple, l'achat promis par l'Australie de sous-marins en France, qui a été rompu par les Américains au début de cette année, a été considéré par le pouvoir français comme étant une gifle imposée, donnée à la France, quoi. C'était plus qu'une gifle, hein, c'était carrément un vol. Vient aussi la gifle sportive. J'ai constaté que, justement, je parlais de football tout à l'heure ou de soccer, il y en a pas mal finalement, il y a même des spécialistes. Apparemment, Cristiano Ronaldo a donné beaucoup de claques sur le terrain. Mais la gifle sportive aussi, on va le voir tout à l'heure, malheureusement, peut dériver vers des stupidités affligeantes pour l'humanité. Donc là, avant de passer à des analyses de texte, la première, donc, c'est un extrait de Touchez pas au Grisby, qui est notamment mémorable en raison de la main leste de Jean Gabin, d'un film qui date de 1953. C'est une des grandes époques de la gifle, hein, je crois. Les années 50-60, il était spectaculaire. C'est une mise en scène assez terrible de la virilité, et d'une virilité, disons, en plus socialement irresponsable. Et comment dire, la façon de filmer même, vous avez remarqué à un moment donné, vous avez Jeanne Moreau qui est là, et elle est, disons, enveloppée par l'ombre de Gabin, qui joue donc le dur et le méchant. Deuxième exemple, c'est la gifle peut-être la plus célèbre du cinéma français. Elle est donnée par Nino Ventura à Isabelle Adjani, qui est toute jeune à l'époque. Pour la petite histoire, il y est allé assez fort. Ventura, elle a pratiquement eu une commotion cérébrale. Donc voilà, il y a plusieurs versions qui disent bon, il n'a pas fait exprès pour mesurer sa force. Il y a aussi l'idée qu'Adjani voulait que ce soit assez fort. Mais bon, à nouveau, c'était un peu excessif. Elle était quand même formée à Stanislavski, donc elle était
de vouloir expérimenter elle-même sur son corps ce qui se passait. Mais c'est une scène très, très intense, très grave aussi, parce que Ventura est un type qui a été abandonné par sa femme, et qui est donc maintenant le père et la fille sont l'un en face de l'autre, quoi. Et là, nous sommes en 1974, c'est-à-dire que c'est un film qui est fait donc par Claude Pinoteau, qui parle des événements de mai 68 et des conséquences de mai 68 et de ce qui a pu se dérouler comme ouverture vers le monde. Il y a des images très belles, par exemple, d'Adjani sur un vélomoteur avec un de ses amoureux qui sont en train de tracer dans la nature, qui sont tout à fait différentes de celles-ci. Mais celle-ci montre vraiment un clash de génération et de genre sexuel. Donc voilà, je vous ai montré ça pour montrer que aussi au cinéma, en vidéo, la gifle, merci Bernabé, a aussi sa présence. Maintenant, j'en viens à la littérature, en vous précisant en guise de légère transition que la gifle touche à tous les grands aspects de la vie humaine, le rapport au naturel, le rapport à l'érotisme, le rapport au gogos, au discours, à la langue, avec des proverbes inventés, par exemple, giflera bien qui giflera au dernier, Elisabeth Taylor, si vous m'entendez un jour parler projet de mariage, giflez-moi. Bon, ou encore la vie sociale, toute une série comme ça de choses renvoient donc au grand domaine de la vie humaine. J'en viens maintenant à faire ce que je préfère faire dans la vie, à savoir lire des textes en essayant donc de leur donner sens. Et disons que chaque fois ici, dans ceux que j'ai retenus, la gifle a ceci d'important, c'est qu'elle marque un avant et un après, et qu'elle, elle agit un peu comme une sorte de débrayeur sémiotique, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de récit, par exemple, et puis à un moment donné, on va débrayer, c'est-à-dire on va sortir juste à côté, changer de vitesse, et puis embrayer sur autre chose. La gifle sert, si vous voulez, à un moment donné, à aller jusqu'au fond d'une impasse, et puis à retrouver au fond de l'impasse une sorte de voie de sortie. Alors, premier texte, est un texte tiré de l'évangile de Matthieu, j'aurais pu le prendre d'un autre évangéliste, et je l'ai choisi parce que, ça renvoie à une très vieille histoire dont tout le monde a entendu parler, qui provoque d'ailleurs souvent une sorte de ricanement. Et donc là, c'est le Christ qui parle, donc c'est Jésus de Nazareth. Il dit à des gens, il est en train de prêcher, donc, vous avez entendu qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résiste pas au mal. On te frappe sur la joue droite, présente l'autre. C'est là donc qu'il y a une affaire de la gifle. On veut te faire un procès et te prendre jusqu'à ta tunique, donnant plus le manteau. On t'oblige à parcourir 1 000 à pied, fais-en 2. Donne à qui te demande et ne repousse pas l'emprunteur qui vient vers toi. Vous avez entendu qu'on a dit « aime ton prochain et hais ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous pourchassent. Ainsi deviendrez-vous les enfants de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, oublions les enfants de votre Père, mais ce qu'il y a d'étonnant dans ce petit passage, c'est que il a l'air tout innocent comme ça, on peut considérer ça d'ailleurs de façon très légère, en disant, bon, finalement, c'est un charlatan, ou bien c'est un masochiste, il adorait ça, se faire taper dessus, ou c'est un couard, c'est un petit baveux, etc., etc. Mais non, faisons de la sociocritique. Il faut voir ici quel est le contexte qui permet à un évangéliste d'écrire, de transcrire cela. Ben là, de ce côté-là, ce qu'il faut aller voir, c'est, disons, le texte, le grand code, comme disait Frey, c'est-à-dire le texte biblique, pour commencer, et regarder aussi son devenir par la suite du côté des religieux. Alors, sur le plan cognitif, la source de référence est donc, bien entendu, la Bible, que Jésus de Nazareth connaissait manifestement sur le bout des doigts. Ce qu'il fait dans cette répartie, c'est tout simplement contredire frontalement la loi du talion. La loi du talion qui dit donc œil pour œil, dent pour dent. Sachez bien cependant que la loi du talion elle-même était un progrès par rapport à la loi la plus archaïque. La loi archaïque disait quelque chose de beaucoup plus lourd. Elle disait ceci, ça se trouve dans la Genèse, au sujet d'un certain Lémec. Je ne sais pas ce qu'il foutait dans la vie, mais
la Bible dit ceci, si Caïn, plutôt c'est Dieu qui dit ça, si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Donc là, il y a un programme, disons, qui se présente comme un programme de la loi, hein, et la loi dit que finalement, si un individu est protégé et qu'il est atteint un certain nombre de fois, il doit y avoir une vengeance qui est largement multipliée. Hein. On parle de 7 à 77. Donc ici, mettons, ce serait un œil pour 77 œils. Vous pouvez vous venger, c'est comme ça. La loi du talion, elle, établit autre chose. Elle dit œil pour œil, dent pour dent. Donc là, on est dans un rapport de 1 à 1. C'est, disons, plus humain, déjà. Bon. Mais cependant, il y a un petit défaut à la loi du talion, c'est que rien n'exclut l'escalade. Parce que de 1 pour 1, si on pratique simplement un raisonnement sur l'égalité, le raisonnement va dire, oui, 1 égale 1, mais ça peut dire aussi 53 pour 53. Hein, 53 coups pour 53 coups. C'est pas une bonne idée non plus. Et donc là, ce que vient faire le Christ, c'est bouleverser ça. Il met en cause non seulement la loi archaïque, mais aussi le texte de la loi du talion. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on ne regarde jamais quand on lit l'Évangile, et moi je fais partie de ces gens qui lisent les Évangiles comme s'ils étaient des textes littéraires. Dès qu'il est question des enfants de votre père, je saute, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, sur le plan narratif, je ne puis pas ignorer le fait que, par exemple, dans les évangiles, il y a une hétérogénéité générique qui serait absolument acceptable dans la modernité. Il y a de tout là-dedans. Il y a des citations de discours, il y a des discours improvisés, il y a des scènes de théâtre, il y a des prières, il y a un genre inventé qui est la parabole, il y a une narration générale des évangiles qui répond jusqu'à la fin presque au récit de formation, au grand tournoi du récit de formation. Il y en a vraiment un outil que des littéraires comme nous pouvons très bien analyser sans aucune référence, disons, à quelque croyance que ce soit, sauf si vous êtes croyant vous-même. Ici donc, le Christ, lui, s'oppose à la loi du talion, et il y a, je disais, un élément sur lequel on ne fait pas attention d'habitude, c'est que le Christ dit on te frappe sur la joue droite, présente ou autre. Pourquoi la joue droite? Bon, parce que vous pouvez faire peut-être la vérification avec votre voisin, votre voisine. Si vous voulez frapper sur la joue droite, par exemple, Sophie est là, et que, d'une part, comme la Bible m'a dit que la main gauche est impure, donc on ne peut pas servir la main gauche, je suis obligé de frapper de la droite. Or, Sophie qui est là devant moi, si je prends ma main, ça va être automatiquement la joue gauche. Donc, cela signifie que la phrase donc, on te frappe sur la joue droite, ça signifie que la personne en face, que le gifleur a utilisé en fait le revers de la main. Et ça, le revers est toujours marqué comme étant le signe du mépris, du dédain. C'est comme si avec le revers, on déconsidérait l'autre. Et qu'on disait, il ne vaut pas, il n'est pas un être humain, carrément. Et donc, dans la logique ici du Christ, il y a ceci. Si tu présentes l'autre après avoir reçu son revers, il va être obligé de changer de tactique et de frapper. Si tu lui présentes la main gauche, si Sophie me présentait la main gauche, j'utiliserai ma main droite pour frapper la joue de Sophie. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait une reconnaissance obligatoire, car là, donc, il ferait un acte correct, il y aurait une reconnaissance obligatoire du giflé par le gifleur. Autrement dit, il y aurait une sorte de régime d'égalité. Et donc là, c'est une proposition elle est comme toujours évidemment dans la logique de ce texte-là, présentée de façon concrète par une petite devinette. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation-là? Il y a là, derrière ça, tout un principe d'un renouveau de la loi qui dit il faut faire en sorte
quelle que soit la situation où vous êtes, de vous définir les uns par rapport aux autres comme des êtres humains à part entière et éliminer l'idéal de pureté sur le plan social. Voilà pour une petite analyse d'un passage des évangiles. J'en viens au deuxième texte qui est le chapitre 4 du livre 12 de l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet, lequel chapitre porte donc sur la mort de Charlotte Corday. Alors, je rappelle que vous n'êtes pas tous nécessairement au courant de ces journées-là où Charlotte Corday va trouver la mort. Elle est donc d'une famille de petite noblesse. Elle est même l'arrière petite-fille de Pierre Corneille. Mais cette petite noblesse n'a pas le sou. C'est pourquoi son père, la mère est morte je crois, c'est pourquoi son père ira de couvent en couvent, chez des parents, etc. Tous les témoignages concordent, c'est une jeune femme grande, intelligente, décidée. On lui reconnaît très tôt et partout où elle passe une forte personnalité. Fouillant les journées du 31 mai au 2 juin 1793, une quinzaine de Girondins, de révolutionnaires modérés, si vous voulez, trouvent refuge dans la ville de Caen, en Normandie, loin de Paris, à Paris où règne le régime de la terreur, donc une répression autoritariste très violente. Charlotte Corday fait partie de ces jeunes gens qui vont assister aux réunions des Girondins en Normandie. Et elle va participer comme elle peut, elle va écouter pas mal de gens là-bas. En lisant le journal L'Ami du Peuple de Marat, qui est donc l'un des leaders de la Révolution et de la Terreur à Paris, elle découvre qui il est, et elle découvre que règne à Paris donc ce qu'on appelle la terreur, c'est-à-dire une répression violente, et que Marat en est le plus terrible responsable et instigateur, manière pratiquement de tueur en série. Or, il faut savoir que Charlotte Corday est au départ en accord parfait avec les idéaux révolutionnaires. Elle était tout à fait pour la révolution de 1789, mais elle perçoit, dans les discussions qu'elle a avec les Girondins, ou quand elle écoute, elle perçoit que ces idéaux ont été foulés aux pieds, ce qu'elle exprime dans un très bon texte intitulé « Adresse aux Français, amis d'Engois et de la paix ». Ce texte, elle le rédige à Paris, à l'hôtel où elle a loué une chambre à son arrivée de Caen, le 12 juillet 1993. On est en pleine terreur, hein. Car elle a donc décidé d'assassiner Marat. Alors, elle dira durant son procès « J'ai tué un homme pour en épargner 100 000 ». C'est assez marrant de voir, tout à l'heure je vous parlais de 1 contre 1, 1 pour 77, et puis là, ici, j'ai tué un homme pour en épargner 100 000. Le 13 juillet, après 1 ou 2 essais infructueux, elle parvient à rencontrer Marat chez lui. Elle lui a envoyé un billet où elle lui disait qu'elle pouvait l'informer sur des Girondins qui prépareraient une vaste conspiration de Caen pour atteindre Paris. Marat la reçoit dans sa baignoire, il a une maladie de la peau qui le fait souffrir, et donc dans sa baignoire, il a une planche pour pouvoir écrire et travailler. Il la reçoit dans sa baignoire, sur sa demande, elle lui donne une liste de Girondins conjurés. Il la lit, la remercie et sourit en lui disant « Ils seront tous guillotinés d'ici 3 jours ». Sur ces bons mots, elle sort le couteau de boucherie qu'elle a acheté le matin au Palais Royal et l'assassine de haut en bas, avec un couteau qui a une lame de 15 cm. De haut en bas, elle a beaucoup de chance, elle passe là entre la clavicule et l'omoplate, ça traverse le poumon et ça va jusqu'au cœur, donc à l'autopsie, on dira un boucher n'aurait pas fait mieux. Donc, elle assassine Marat, nous sommes le 13 juillet, elle est arrêtée et emprisonnée à la conciergerie, rapidement condamnée à mort et guillotinée le 17 juillet 1993 vers 19h sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Alors, je lis le passage où Michelet raconte le supplice de Charlotte Corday et sa marche vers la mort. Il y a donc 6 alinéas. Au moment où Charlotte Corday monta sur la charrette, où la foule, animée de 2 fanatismes contraires, de fureur ou d'admiration, vit sortir de la basse arcade de la conciergerie, dans la prison,
la belle et splendide victime dans son manteau rouge. La nature sembla s'associer à la passion humaine. Un violent orage éclata sur Paris. Il dura peu, sembla fuir devant elle, quand elle apparut au Pont-Neuf et qu'elle avançait lentement par la rue Saint-Honoré. Le soleil revint haut et fort. Il n'était pas 7 heures du soir, 17 juillet. Les reflets de l'étoffe rouge relevaient d'une manière étrange et toute fantastique l'effet de son teint, de ses yeux. On assure que Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, donc 3 dirigeants du régime de la Terreur, se placèrent sur son passage et la regardèrent. Paisible image, mais d'autant plus terrible, de la Némésis révolutionnaire, Némésis, déesse de la colère justifiée et de la vengeance. Donc, paisible image, mais d'autant plus terrible de la Némésis révolutionnaire, elle troublait les cœurs et laissait plein d'étonnement. Les observateurs sérieux qui la suivirent jusqu'au dernier moment, gens de lettres, médecins, furent frappés d'une chose rare. Les condamnés les plus fermes se soutenaient par l'animation, soit par des chants patriotiques, soit par un appel redoutable qu'ils lançaient à leurs ennemis. Elle montra un calme parfait parmi les cris de la foule, une sérénité grave et simple. Elle arriva à la place dans une majesté singulière et comme transfigurée dans l'auréole du couchant. Un médecin qui ne la perdait pas de vue dit qu'elle lui sembla un moment pâle quand elle aperçut le couteau de la guillotine donc. Mais ses couleurs revinrent, elle monta d'un pas ferme. La jeune fille reparut en elle, au moment où le bourreau lui arracha son fichu. Sa pudeur en souffrit. Elle abrégea, avançant elle-même au-devant de la mort. Au moment où la tête tomba, un charpentier maratiste, qui servait d'aide au bourreau, l'empoigna brutalement et, la montrant au peuple, eut la férocité indigne de la souffleter. Un frisson d'horreur, un murmure parcourut la place. On crut voir la tête rougir. Simple effet d'optique peut-être. La foule, troublée à ce moment, avait dans les yeux les rouges rayons du soleil qui perçaient les arbres des Champs-Élysées. La Commune de Paris et le tribunal donnèrent satisfaction au sentiment public en mettant l'homme en prison. Donc c'est un passage qui se termine donc par une gifle, par un soufflet donné à la tête d'une femme qui vient d'être décapitée. Alors les effets de cette structuration en 6 alinéas sont assez intéressants parce que ces 6 alinéas proposent une représentation globale de la société française sous le régime de la Terreur, laquelle s'étend donc des émeutes des 31 mai et 2 juin 1792, l'arrestation des Girondins, à la chute de Robespierre au 28 juillet 1794. Au centre de l'attention générale figure donc une condamnée à mort pour meurtre avec préméditation, présentée à la fois comme une tueuse et une victime. C'est donc une personne duelle, clivante, comme on dit aujourd'hui, dérangeante, à ce point qu'elle déchaîne dans la foule 2 fanatismes contraires. Le texte renvoyant ici dos à dos, l'admiration que pourraient avoir certains Girondins qui seraient restés à Paris, voire certains aristocrates qui seraient non encore identifiés, et de l'autre côté, disons, ceux qui sont galvanisés, disons, dans la fureur du moment où on tue assez facilement les gens. Elle a cependant aussi, si elle est clivante sur le plan de la foule, elle a une qualité, une possibilité, une capacité de réunir aussi des choses. Elle est par exemple en accord avec la nature. On constate cela, il y a un orage, mais le retour du soleil est très rapide. Et globalement, elle est l'objet d'une description positive tout au long du texte. Michelet écrit « La belle et splendide victime dans son manteau rouge ». Le manteau rouge, c'est le manteau qu'on lui donne, l'espèce d'habit qu'on lui a mis sur le dos parce qu'elle est condamnée à mort. Et elle parvient à être belle et splendide malgré ça. Bien mieux, l'étoffe rouge qu'elle a va lui donner, va créer, disons, mettre en valeur son teint et ses yeux. Le texte parle de son image paisible, de son calme parfait, de sa sérénité.
Le terme majesté singulière est aussi très valorisateur. Elle a une petite défaillance, mais c'est vite surmonté. Et cela, c'est très intéressant parce que c'est un défaut qu'elle a, mais il est vite corrigé. Elle est pudique, elle est courageuse, elle va elle-même au-devant de la mort. Et au-delà de la mort, elle a cet effet incroyable de marquer le spectacle de son aura, créant donc un frisson d'horreur. Donc vous avez là une personne seule, un individu, une femme, décrite avec beaucoup, je vais dire, de doigté et presque d'amour. En face, vous avez ce que Simone Weil appelait le gros animal, c'est-à-dire la société. À cette description donc héroïque et séduisante s'oppose une représentation globale qui montre celle-ci. Vous avez dans cette séquence l'État, ses rites et ses institutions, y compris les institutions folkloriques. Par exemple, la charrette. On met les condamnés dans une charrette, évidemment. Je pense qu'en épistémocritique, Sophie et d'autres vont nous faire une belle analyse de la charrette devant les condamnés. Ça a tout un sens. Donc l'État est là, la capitale est là, le Pont-Neuf, la rue Saint-Honoré, et tout le trajet s'en va de l'ancien roi, le Pont-Neuf, de l'ancienne religion, vers la place de la Révolution. La place de la Concorde, mais à l'époque, elle s'appelle place de la Révolution. Troisième chose, vous avez la conciergerie, la prison, donc l'État, la capitale, la conciergerie, les représentants du pouvoir, Robespierre, Danton, Desmoulins, la science, présence des médecins, la culture, présence des gens de lettres, le droit, la commune de Paris et le tribunal. Vous avez donc toute la machine sociale qui est représentée là, face à une femme, une jeune femme, elle a 21 ans, qui vient donc d'être décrite. Le passage donc établit une étonnante rencontre, une rencontre étonnante, théâtrale, presque cinématographique, entre la grandeur et la solitude de la condamnée et la société globale environnante. C'est là donc une sorte d'oxymore narratif, si vous voulez, entre une femme seule et donc cette société. Ce que le texte indique aussi par là, à contrario, vu que tout cela l'amène au supplice et à la décapitation, c'est qu'il y a plusieurs bases essentielles dans le pouvoir de l'État. Il y a la répression et la gestion politique des corps, carrément, puisque son corps va être magané. Deuxièmement, la technicité au service de la mort, puisque la guillotine est un appareil qui a été conçu pour essayer d'améliorer, disons, la façon de donner la mort. Et troisièmement, la fabrication d'objets de fascination, la candidate elle-même, la candidate, beau lapsus, la condamnée elle-même, mais aussi, je veux dire, plus largement, des situations, des objets qui passent, le soleil qui éclate, l'orage qui éclate, et il y en a donc toute une série d'éléments de fascination qui circulent dans ce texte. Une couleur domine le tout, la couleur rouge. Il y a le manteau rouge, je l'ai dit, celui des condamnés à mort. Il y a le violent orage, qui va avoir des couleurs de rouge aussi en raison de la foudre, le soleil, l'étoffe rouge, le fichu, qui en fait est le fichu rouge qu'elle avait pris pour dissimuler le couteau. C'était mis comme ça, donc il y avait un foulard rouge, un fichu rouge, et le couteau était glissé dedans entre ses seins. C'est comme ça, donc elle a pu après l'enlever. Donc l'étoffe rouge, il y a l'image, elle est transfigurée dans l'auréole du couchant, il y a ses couleurs revinrent après le moment pâle, et sa pudeur en souffrit suppose aussi une coloration de la peau. Rouge donc ici essentiellement comme la couleur du sang. Le sang, je n'ai pas besoin de vous dire, occupe une place énorme dans les rituels religieux ou magiques. Il va faire une apparition étonnante dans le 5e et avant-dernier alinéa que je vais vous relire, et c'est là qu'il y a donc l'apparition d'une gifle, d'un soufflet très particulier. Au moment où la tête tomba, un charpentier maratiste, partisan de Marat, qui servait d'aide au bourreau, l'empoigna brutalement, et la montrant au peuple, eut la férocité indigne de la souffleté. Un frisson d'horreur, un murmure parcourut la place. On crut voir la tête rougir. Simple effet d'optique peut-être. La foule, troublée à ce moment, avait dans les yeux les rouges rayons du soleil qui perçaient les arbres des Champs-Élysées.
Dans le meurtre de la guillotine, le sang ordinairement et légitimement tenu pour un liquide vital devient finalement une source de mort. Il est donc l'objet ici d'une inversion. Et ce sang est ici, c'est important, corrélé à un autre rite, celui qui consiste à montrer la tête du guillotiné au peuple. C'est là qu'apparaît donc, la gifle et que le texte de Michelet va introduire une contradiction forte dans le récit du supplice. En effet, la fin de ce passage jure avec tout ce qui précède. C'était annoncé, pourrait-on dire. Il avait été question de fanatisme, mais ça restait abstrait, de cris, c'est normal, il y a une foule, de troubles, c'est l'habitude, du couteau de la guillotine, on est au courant, du bourreau, bien sûr. Mais là, soudain, on bascule dans l'horreur. Le texte y est, un frisson d'horreur, et dans la sauvagerie moderne, c'est-à-dire gratuite. Que Michelet prenne la peine de préciser que l'acteur de cette infamie est maratiste, met du coup Marat et la terreur dans le camp de l'ignominie, et donc justifie au moins partiellement le geste de ce que Lamartine avait appelé l'ange de l'assassinat. Je crois que cet ange de l'assassinat, le narrateur de l'histoire de la Révolution française, était un peu amoureux d'elle. On peut se demander d'ailleurs ce qui a pris à ce charpentier. Il voulait venger Marat, il aurait alors dû tuer lui-même Charlotte Corday. Il en avait l'occasion. Il était parmi les employés de la guillotine et elle était dans la charrette. Il voulait avoir son quart d'heure d'immortalité, comme disait Tristan Corbière en fin du 19e. En ce cas, il s'est fourvoyé. Il n'a pas vraiment un quart d'heure, on ne peut pas dire que son action était dévalorisée. Il avait peut-être parié avec ses copains qu'il le ferait, ou bien il haïssait les femmes. Il voulait impressionner le bourreau pour être pris, réengagé par la suite. Peu importe, en tout état de cause, le geste du soufflet est accablant de haine, de mépris et de conneries. Mais il y a aussi la monstration du visage, qui n'est pas rien, et qui est inséparable du soufflet. Le guillotinage de Charlotte Corday, 17 juillet 93, a lieu entre celui de Louis XVI, 21 janvier de la même année, et celui de Marie-Antoinette, 16 octobre 93. Donc elle est au milieu du couple royal. Il y a monstration de la tête, donc quelques 6 mois avant le supplice de Charlotte Corday, Louis XVI. Or, pourquoi est-ce que la décapitation de Louis XVI est importante? Pourquoi fallait-il qu'il meure, ce roi? Mais pour une bonne raison, c'est que le corps du roi était considéré comme sacré. Vu la monarchie de droit divin et son héritage, le corps du roi était considéré comme sacré. Le couper en deux, c'était annuler la sacralité. C'était faire en sorte qu'il n'y avait plus de possibilité, qu'on répandait simplement le sang d'un tyran. À telle enseigne qu'il y a une relation toute particulière au sang dans cet épisode-là. Le sang, en effet, du roi va être un petit peu jeté, je ne sais pas s'ils sont jetés tout ou pas, mais jeté de façon à ce que les soldats qui étaient tout autour de la guillotine puissent venir tremper leur lance dans le sang, ce qui montrait bien qu'ils avaient une parcelle du corps du roi, mais que celle-là, c'était à eux, dorénavant, que le roi n'appartenait plus à rien du tout, qu'ils étaient, eux, les seuls héritiers de la chose royale. Le mimétisme théâtral de la scène reporte sur Charlotte Corday la séparation du corps du roi, étendant la mort de ce dernier à tous ceux et à toutes celles qui s'en prendraient au pouvoir des terroristes. Je dis à tous ceux et à toutes celles, car ces derniers, les terroristes, se montrèrent obsédés par l'idée qu'il était impensable qu'une femme ait accompli seule le meurtre singulier du grand meurtrier. Il fallait, selon eux, qu'il y ait un homme là-dessus qui ait manigancé, qui ait monté le complot, etc. On fit donc, et c'est le pouvoir qui décide ça, avec l'accord des médecins et des bourreaux, on fit donc une autopsie très ciblée sur son hymen, comme on disait à l'époque, et à la consternation des médecins, des bourreaux et des responsables politiques, il s'avéra qu'elle était toujours vierge. Il n'y avait donc pas d'homme derrière la femme. C'était une femme qui avait décidé en son âme et conscience, après avoir, disons, étudié ce qu'elle disait, oui des choses, qu'elle devait faire un acte qu'elle considérait comme un devoir. Dans le cas de Louis XVI, dont l'acte de montrer sa tête au peuple permet à la République d'advenir, comme dit un critique qui s'appelle Guillaume Debat, dans le cas de Charlotte Corday, le même acte joue non seulement un rôle de prévention, voilà ce qui attend ceux qui porteraient atteinte à la Révolution, en régime de terreur donc,
un rôle hypnotique, basé sur le principe du « si je vois quelqu'un de mort, je suis toujours en vie », qui est rassurant, et surtout un rôle magique, puisque c'est cette monstration-là qui va transformer pendant un petit temps la foule en peuple. Le mot foule est repris 3 fois dans ce texte. Il y a une seule fois le mot peuple, et c'est juste quand il y a la monstration de la tête de la condamnée. Cependant, le soufflet administré par un charpentier vient tout bousculer dans cette séquence. Il fait passer donc la révolution du côté de la barbarie à visage inhumain. Le peuple soudain n'existe plus, si ce n'est dans un frisson d'horreur. Revoici du rouge, donc, mais un rouge qu'on n'a jamais vu jusque-là. On crut voir la tête rougir. Michelet, figurez-vous, a choisi l'une des versions les plus soft du rougissement du visage de la malheureuse. Il dit « simple effet d'optique peut-être », avec une sorte de gazage à cause des rayons du soleil. En fait, il y a eu toute une série d'explications, dont une qui est assez fascinante, où on dit, d'une part, elle aurait continué à parler pendant un certain temps, ça c'est un vieux mythe de l'époque, et il y a aussi, on a évoqué le fait que quand il y a eu la gifle donnée, le soufflet, ce qui restait de sang est remonté vers la peau, quoi, en sorte qu'elle a donné l'impression de s'être indignée du sort qu'on lui réservait. Et donc on a beaucoup fantasmé à l'époque sur l'indignation ressentie au-delà de la mort par Charlotte Corday. Or, ce paragraphe du soufflet innommable se termine par la mention des Champs-Élysées. Dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées sont l'endroit des enfers où séjournent les vertueux, du moins les âmes vertueuses. C'est la 2e fois que le texte en appelle à la mythologie grecque. Il y a eu la Némésis révolutionnaire, maintenant il y a les Champs-Élysées. Alors, il se passe alors, à mon avis, 2 choses ici. C'est une façon de reprendre, de corriger, si l'on veut, 2 cotextes. Le cotexte religieux, qu'il soit mythologique ou bien, disons, religieux au sens moderne du terme. Et d'autre part, il y a une nécessité de relire le texte à partir de là. Donc, d'une part, la déesse Némésis et les Champs-Élysées sont reliés dans le texte à la nature, au soleil, à ses rayons, à l'orage, au rythme du jour, aux arbres, au corps, au teint, aux yeux, aux couleurs, au pas ferme, à la pudeur, à la tête, mais rien ici ne renvoie au rite religieux, ni à la mythologie. Rien ne renvoie au rite religieux, bien à la mythologie, mais pas au rite catholique. Tout renvoie au corps et à la personnalité. D'autre part, la description de la marche à la mort et du supplice a pour contexte immédiat, figurez-vous, rien de mieux, rien d'autre que la passion du Christ. La plupart des épisodes de cette dernière se retrouvent dans ce passage. On entend, il y a les cris de la foule, le manteau rouge, c'est ce qu'on a mis sur la peau de Jésus-Christ, l'orage violent sur Jérusalem comme sur Paris, le divorce entre le calme du condamné ou de la condamnée et la foule aux alentours, le chemin de croix dans la ville, la présence des autorités politiques, les 2 larrons qui font de l'animation, la sérénité du crucifié, etc., etc. Tout y est, il n'y manque même pas les gifles, Jésus de Nazareth ayant été giflé plusieurs fois quand il était interrogé. Qu'est-ce qui se passe alors ici? C'est que le texte opère un détachement à l'égard du contexte obtenu à l'aide donc d'un recours mesuré au mythologique et de la réécriture matérialiste d'un contexte mythologique et religieux. S'ensuit donc la composition d'une manière de sainte laïque, se sacrifiant pour que la Révolution retrouve ses idéaux de départ, dont au premier chef le respect de la vie, de l'égalité, de la fraternité et la liberté. J'ai tué un homme pour épargner 100 000 morts. Dans Les Misérables, Victor Hugo va traiter un cas un peu semblable, et il nomme Charlotte Corday à ce moment-là. C'est lorsque il y a une insurrection dans Les Misérables menée par un jeune chef révolutionnaire qui s'appelle Enjolras. Et Enjolras, à un moment donné, va tuer froidement un type qui est sur la barricade, qui s'appelle Le Cabuc, et qui est en fait un mouchard. C'est Gavroche qui a découvert le potonnet et qui a donc dit à ses copains révolutionnaires, celui-là c'est un mouchard, et puis Enjolras l'a interrogé, il était clair que c'était vrai, et donc il l'a tué de sang-froid. Enjolras n'est nullement fier d'avoir fait ça. Mais le texte hugolien va parler de ça,
Et quand même, rappelez-vous que Victor Hugo est contre la peine de mort, hein, donc c'est pas facile à gérer comme prose. Il va faire ceci, il dit ceci, voilà, il y aura donc, il y a bien des morts, il y a la tristesse dans Jean Grasse, il la note. Et puis il donne une énumération où il y a toute une série de noms, dont ceux de Brutus, de Cromwell, d'un certain Aristogiton, tous des gens comme ça qui, avant de mourir, quand ils avaient condamné, ont eu leur moment d'angoisse. Et il nomme donc Charlotte Corday comme exemple de cela. Rappelez-vous, le texte dit, à un moment donné, elle sembla un moment pâle, et elle se reprend tout de suite après. Et donc on a bien cela ici aussi, avec un tueur qui n'est pas fier de ce qu'il a fait, et Hugo interprète ça ici, et c'est comme, l'intérêt c'est la façon dont il désigne le meurtre commis par Charlotte Corday. Il en fait une affaire générale. Notre cœur est si frémissant, et la vie humaine est un tel mystère, que, même dans un meurtre civique, même dans un meurtre libérateur, vous imaginez, un meurtre civique, un meurtre libérateur, Hugo, disons, est vraiment sur des charbons ardents, donc il ramène une petite, il adoucit un peu le propos, même dans un meurtre civique, même dans un meurtre libérateur, s'il y en a, le remords d'avoir frappé un homme dépasse la joie d'avoir servi le genre humain. Par la suite, cependant, Michelet va complexifier les choses, mais enfin ici, il y a une façon, disons, de légitimer l'action de Charlotte Corday. Je vais finir là-dessus, parce qu'il y a déjà moins 10, là. Le soufflet du charpentier fait remire l'entièreté du passage et fait apparaître un sous-texte ironique tout à fait intéressant. Quand il est question de deux fanatismes contraires, de fureur ou d'admiration, ces deux fanatismes sont équivalents à deux horreurs dans la suite du texte. Vous retrouvez ici l'intertexte voltairien, hein, contre le fanatisme. La passion humaine, signalée par le texte, est associée à un violent orage, mais dans le texte, l'orage, lui, a le bon goût de ne pas durer et de laisser revenir le soleil. Il n'est rien dit d'autre pour la passion humaine. L'étoffe rouge, je l'ai déjà dit, au lieu de désigner simplement la condamnation, relève le teint, relève le visage et les traits du visage de la condamnée. Le texte parle des condamnés les plus fermes qui font de l'animation, donc qui font des chants patriotiques ou qui insultent leurs adversaires. Mais ça n'a rien à voir avec la dignité que montre la condamnée, et tout ce que font ceux-ci, c'est finalement rendre la terreur, la même terreur qu'ils feraient s'ils étaient à sa place. La majesté singulière, l'expression donnée par le texte pour désigner la condamnée, elle se trouve remplacer la majesté du roi. Et donc on est tout à fait ailleurs que dans une relation de pouvoir. Et enfin, elle prend le rituel elle-même en charge, écartant le bourreau, elle abrège donc les derniers pas. Et surtout, donc tout ça c'est des décalements plutôt ironiques, il y a une ironie historique, puisque Robespierre, Danton et Camille Desmoulins se sont placés là et l'ont regardé passer. Mais ce qu'ils ont regardé passer, c'est en fait le sort qui les attend tous les trois. Et donc là, vous avez un renversement total de ce qui s'est dit. Autrement dit, le texte de Michelet est un texte, disons, à mes yeux, qui fait honneur à Charlotte Corday, qui lui rend une sorte de majesté singulière, bien d'accord avec ça. Il arrive donc à produire une contradiction radicale entre une morte pleine de vie et une vie pleine de mort. Et tout cela s'opère par un travail sur des codex qui sont soit le discours même de la terreur, soit de la passion du Christ. Et bien voilà. Merci beaucoup. J'aurais bien vous aimer.